On a avec nous Madame Karine Charbonnier, vice-présidente en charge de la formation professionnelle à la région de France. Elle n'est pas en face de son calicot, mais Léa, vous pouvez l'applaudir évidemment avec nous. Madame Geneviève Manarino, vice-présidente en charge de l'autonomie au département du Nord. On vous demandait de faire un petit signe pour qu'on puisse vous identifier. Là, vous êtes en dessous de votre calicot, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Merci, merci. Nous avons la chance également d'avoir ici avec nous monsieur, alors qui remplace, parce qu'on a eu quelques petits changements, j'en profite. Nous avons la chance d'avoir monsieur, alors Alexis Adala Chartiot, vous êtes adjoint responsable au pôle 3E à la Directe. Merci d'être avec nous, évidemment. Vous pouvez l'applaudir. Je crois que savoir, c'est tout récent, hein, votre poste, ça date d'il y a quelques semaines, quelques jours. Nous avons la chance également pour représenter la rectrice de l'Académie de Lille, Valérie Cabu, qui n'a pas pu être avec nous, Stéphanie Guérin-Marichaise, déléguée académique aux enseignements techniques et adjointe. Merci d'être avec nous. Oui, c'est important, je veux dire le titre quand même jusqu'au bout. Et enfin, évidemment, pour représenter Pôle emploi tout au long de cette soirée avec nous, on a la chance d'avoir Sabine Pressadio-Lanza, directrice territoriale du département de l'Oise. Merci également d'être avec nous. Alors, on a voulu échanger évidemment sur cette question, on l'a mis en titre, hein, vous l'avez sur les grands écrans, nouvelles alternatives en faveur du maintien de l'autonomie, de la formation, de l'emploi et de l'attractivité des métiers. Mais tout cela évidemment est sous le fond d'un contrat de branche qui a été signé avec beaucoup de partenaires. D'ailleurs, c'est le contrat de branche où il y a le plus de partenaires. Je vais peut-être demander à Madame Karine Charbonnier peut-être de nous montrer et peut-être nous expliquer l'étendue et l'importance de ce contrat de branche ici en région de France. Alors, le contrat de branche, donc service à la personne et santé, couvre, je crois, de mémoire, environ 350 000 emplois, je crois, dans la région, environ. Donc, c'est une part de l'emploi régional extrêmement importante. Environ, je suis désolée, j'étais en train de chercher mes chiffres et je ne les trouvais pas, mais ce qui compte, c'est les ordres de grandeur. Environ 50 000 personnes formées dans la région chaque année, entre les formations initiales et les formations de demandeurs d'emploi. Donc ce sont des métiers extrêmement stratégiques pour la région. Et le contrat de branche articule à la fois l'action économique et l'action autour des formations. Donc c'est à la fois la déclinaison de notre stratégie régionale de développement économique et d'innovation et notre stratégie régionale de formation. Et je pense que c'est vraiment cette double déclinaison, cette articulation économie et formation est vraiment très importante, notamment dans ce contrat de branche, où il faut vraiment accompagner les entreprises du secteur à stabiliser, voire développer leur modèle économique, les nouvelles organisations, l'innovation dans l'organisation, en parallèle de la montée en qualification, les nouveaux métiers, la qualité des soins, la qualité de l'accompagnement des personnes accompagnées et l'attractivité qui va avec pour pouvoir recruter dans le secteur. Donc on est vraiment sur un contrat de branche en pleine mutation avec des enjeux extrêmement importants et où je pense notre action régionale avec le département, avec le rectorat, avec Pôle emploi, avec la Directe, ainsi que tous les autres partenaires signataires du contrat est extrêmement importante. Et je pense que vous en avez eu des illustrations extrêmement intéressantes toute la journée. Et voilà, donc pour les formations, on a les formations du rectorat, les formations du programme régional de formation, on a tout le pacte aussi, hein, donc le programme le plan d'investissement dans les compétences de l'État qui donne des moyens colossaux et qui nous permet d'être très innovants collectivement, tous les partenaires ensemble, dans leur déclinaison, notamment, je vois deux axes, peut-être, avant de vous rendre la parole. Il y a la déclinaison territoriale, qui est très importante. On sait qu'il y a beaucoup d'organismes et d'entreprises qui ont des difficultés à recruter, et notamment avec le service de l'emploi local, notamment avec, je voudrais souligner en présence de Mme Manarino, la qualité du partenariat avec le département du Nord, hein, où, par exemple, en Sambre-Avesnois, ou même dans le secteur de Lille, on a des programmes extrêmement actifs, ambitieux, mais aussi avec l'ensemble des partenaires, hein, pour accompagner
le développement territorial. C'est un des axes. Il y a un autre axe, je pense, qui mérite d'être souligné, c'est que un petit peu moins de 20% des personnes qui démarrent dans le secteur des services à la personne et de la santé sont des allocataires du RSA. Et donc, on a un programme ambitieux aussi de formation à partir des compétences clés, faire des parcours avec de l'immersion et ensuite des programmes qualifiants dans le domaine des services à la personne. Donc, c'est une introduction très, très rapide, multifacette, je vous prie de m'en excuser. Mais dire aussi que ce contrat de branche fera l'objet de son pilotage annuel le mois prochain, en décembre. Et on va pouvoir comme ça continuer à avancer dans nos différentes actions collectives pour aller plus loin dans la montée en qualification, les problèmes d'attractivité, le développement économique pour cette branche, ce secteur extrêmement important pour l'économie régionale. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point vous avez un nombre de membres signataires. Et déjà, en cela, en quoi c'est innovant d'accompagner cette filière. Vous avez parlé de la bonne coopération également avec les différents acteurs territoriaux. C'est une bonne opportunité pour moi de laisser la parole à Madame Manarino. C'est une nécessité d'être accompagné, de travailler en groupe comme ça pour un enjeu tel que celui-ci. Alors absolument, c'est plus qu'une nécessité. Je vais même dire que ça serait pour nous une obligation d'être dans cette démarche-là. Moi, je trouve extrêmement intéressant et nécessaire d'accompagner, en tous les cas, le département du Nord à délibérer pour être signataire. Donc c'est un acte politique fort. Je pense que le département, dans ses compétences sociales, décline plusieurs portes d'entrée. On les connaît. L'accompagnement des personnes âgées, des personnes vivant avec un handicap, qui ont donc des besoins et des attentes sur ces métiers, avec une des difficultés qui est celle du recrutement. Et puis, bien évidemment, des interrogations sur des nouveaux métiers aussi, donc des formations adéquates à créer. Et puis aussi, une des responsabilités importantes du département, c'est les allocataires du RSA et donc le retour à l'emploi. Et j'associerai ma collègue vice-présidente Doriane Bécu, qui porte vraiment avec beaucoup de détermination cette politique-là, avec un défi, voilà aussi ce mot qu'on entend souvent maintenant, de remettre à l'emploi à peu près 2000 allocataires du RSA autour de ces métiers d'aide à la personne et d'aide à domicile. Donc voilà, on est dans un vrai process plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a fait le choix d'avancer ensemble pour pouvoir permettre justement à la fois de faciliter le recrutement, la formation et d'identifier aussi ces métiers comme étant des vrais métiers, des professions. On est vraiment aussi, on a besoin de valoriser ces acteurs et ces intervenants auprès des personnes. Je crois que donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais qu'on peut porter qu'en étant de façon très collégiale, et on le voit ici, voilà, on est quand même nombreux sur cette table ronde à penser la même chose et à faire ensemble. Et on voit cette dynamique, évidemment, qui est mise en place. Juste à côté de vous, je vais en profiter, puisqu'on a parlé de l'attractivité d'un métier en tension, puisque la table ronde qui suit, après ce temps de partage de paroles politiques, elle va énormément traiter justement de solutions et de cette parfois des pistes innovantes qu'on a pour lutter, ou plutôt pour favoriser l'attractivité à cette branche. Et ça va être à coup sûr un moment à partager si vous le souhaitez. Alors évidemment, la Directs travaille évidemment sur ce sujet-là. Il accompagne les acteurs territoriaux, c'est sa mission également pour l'État. Il y a quelques chiffres clés que vous vouliez rappeler qui posent un peu le décor également. Alors, je vous en prie. Merci. Oui, en effet, les études qui ont été réalisées en région font ressortir 3 caractéristiques qu'on va souligner aujourd'hui. Tout d'abord, effectivement, le vieillissement de la population va permettre de faire croître effectivement le recours au service à la personne dans les prochaines années. On compte une augmentation de 64 000 personnes de plus de 65 ans d'ici 2050, soit une augmentation de 1,4% par an dans les Hauts-de-France. C'est une première raison. La seconde raison, c'est effectivement que les Hauts-de-France resteraient la région la plus jeune de France, qui signifie une demande encore plus forte des autres services, notamment en matière de garde d'enfants ou d'entretien du cadre de vie pour les actifs. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est effectivement le potentiel de création d'emplois de ce secteur. Donc, plus de 20 000 créations d'emplois à l'horizon 2030, des emplois durables et accessibles, tant en début de carrière
qu'en reconversion professionnelle, qui sont effectivement de véritables leviers d'attractivité pour les territoires. Toutefois, ce sont des emplois qui sont très souvent à temps partiel, dans des conditions d'exercice difficiles, le soir, le week-end, avec des temps de travail séquencés et des niveaux de rémunération qui sont faibles. On compte 17,5% de ménages pauvres parmi les intervenants à domicile, compte 6,5% en moyenne de l'ensemble des salariés, ce qui montre cette fragilité. Enfin, le troisième point, c'est effectivement que les salariés du secteur ont en moyenne 45 ans, donc ce qui va inciter les employeurs du secteur de services à la personne à anticiper les départs en retraite de leurs actuels salariés. Et on sait que c'est pas toujours facile d'attirer les jeunes vers ce secteur d'activité. Le vieillissement des salariés implique aussi un taux d'absentéisme important lié à la pénibilité du travail. Le taux de sinistralité de ce secteur est supérieur à celui du BTP et 3 fois supérieur à la moyenne nationale. C'est incroyable, hein, ça pose le décor évidemment du besoin d'accompagner cette branche et à quel point c'est important pour vous de travailler ensemble. Et évidemment cet accompagnement va de soi pour l'État, pour la directe. Oui, en effet, l'accompagnement du développement du secteur des services à la personne constitue une priorité pour les services de l'État. On va rappeler effectivement différents dispositifs et actions qui sont mises en place. Tout d'abord, effectivement, les 2 contrats de filière qui ont été signés à l'initiative de l'État avec les organisations professionnelles. Un contrat de filière Silver Economy en décembre 2013, un contrat de filière services à la personne initié par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre en 2017 avec l'ensemble des fédérations professionnel. Ce dernier contrat de filière s'articule autour de 3 axes principaux qu'il est intéressant de rappeler. Un axe 1, donc l'emploi et la formation professionnelle, pour permettre au public le plus éloigné de l'emploi de s'insérer professionnellement. Et donc là, le lien à faire avec le plan d'investissement dans les compétences qui est partagé donc avec la région évoquée par Madame Charbonnier. L'axe 2, c'est le développement économique de l'innovation sociale et technologique pour renforcer la compétitivité et la pérennité des structures et encourager les innovations en matière d'accompagnement du vieillissement. Et enfin, un troisième axe qui est la santé et les conditions de travail, donc qui fait lien avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure, afin de prendre en compte les spécificités de ce secteur et le développement de la multi-activité. Alors, vous l'avez dit déjà tous, hein, déjà la question parmi l'ensemble des données que vous avez données, le besoin d'attractivité, d'attirer vers l'emploi, vers ces métiers qui sont en tension. Alors évidemment, d'attirer des candidats à un poste, ça c'est aussi le travail de Pôle emploi. Je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce qu'on a comme... Alors tiens, je vais vous laisser parce qu'on a parlé de formation, évidemment. Je vais d'abord laisser peut-être la parole au rectorat concernant les formations nécessaires et sur l'accompagnement sur ces formations avec Madame Stéphanie Guérin-Marichet. Qu'est-ce qu'on a comme étendue d'offres de formation ici sur les territoires des Hauts-de-France qui peuvent aujourd'hui satisfaire cette montée en compétences également dont on a déjà évoqué depuis le début? Oui. Alors, l'éducation nationale, effectivement, déjà est signataire du contrat de branche et ça représente globalement 10% à peu près, puisqu'on est à 5000 apprenants qui vont sortir du système chaque année au niveau de la région académique. Alors avec des formations qui vont du CAP au bac pro et jusqu'au BTS et un travail qu'on fait conjointement justement avec nos partenaires pour pouvoir adapter cette offre de formation aux besoins. Mais je rejoins également toute la problématique d'attractivité, toute la problématique de réponse aux besoins du monde économique, d'une part pour qu'ils puissent connaître les formations qu'on propose et ce qui permet nous de pouvoir insérer le public qui sort de nos formations, mais qu'on travaille de manière globale, puisque je pense que tout à chacun sait qu'à un moment donné de sa vie, on passe par l'éducation nationale, et par conséquent, il est important pour nous justement de contribuer à développer des actions pour valoriser cette filière et favoriser l'attractivité des métiers. Quelques mots aussi, puisque la rectrice est également chancelière des universités, mais il me paraît important de souligner en région qu'on est plutôt très bien positionné sur tout ce qui est recherche et innovation,
Et je pense que c'est très important sur ces filières, justement, de valoriser tout ce qui est fait en région sur ce pôle. Et en l'occurrence, donc, on a un outil qui s'appelle un campus des métiers et des qualifications, donc, qui est un label national porté par 4 ministères, qui, donc, ici en région, est décliné au travers du campus Autonomie, Longévité, Santé. C'est un campus qu'on a travaillé collectivement il y a 4 ans pour obtenir ce label, qui vit aujourd'hui donc grâce à une directrice opérationnelle qui est dans la salle et que je remercie pour son travail au quotidien, et qui vise justement à mettre en place des actions qui soient fédérées au travers d'acteurs de la formation, mais pas uniquement éducation nationale. On est bien sur un périmètre qui englobe l'ensemble des acteurs de formation, les institutionnels, le monde économique, rassemblés donc autour d'enjeux communs, dont l'attractivité dont on a parlé, dont une structuration de l'offre de formation, le parcours de formation aussi qui est important, et puis tout ce qui va être recherche et innovation. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'on se retrouve à un moment charnière pour ce campus des métiers et des qualifications, puisqu'on arrive à la fin du label, et donc on va engager la réflexion pour le renouvellement du label en 2020. Et je pense que c'est important vraiment de s'appuyer sur cet outil qui est un outil opérationnel de terrain, de façon structurée, de manière à ce qu'on puisse élaborer ensemble peut-être un périmètre qui peut être rediscuté, à la fois au niveau du périmètre de sa structuration d'intitulé, et également au niveau de son périmètre géographique, puisqu'on est maintenant dans une ambition de porter des campus à l'échelle de la région, alors qu'au début, on était plutôt sur une vision d'un campus qui était plutôt centré sur un territoire. Donc voilà, j'invite en tout cas l'ensemble des intervenants à contribuer à alimenter les débats autour de ce campus et de ces campus des métiers et des qualifications. Moi, j'y crois. J'étais en première ligne sur les premiers campus. On en a 11 maintenant en région. Et je pense que c'est vraiment un outil sur lequel il faut qu'on s'appuie. C'est coporter rectorat et région. Donc ça aussi, je pense que c'est fort, et avec Madame Charbonnier, on a régulièrement l'occasion d'échanger sur ces campus. Mais voilà, je pense qu'on a un bel outil qui est porté en région, qui a des moyens aussi au travers d'une directrice opérationnelle financée par le rectorat, qui a des moyens au niveau de la région qui s'investit. Et là-dessus, je remercie d'ailleurs le conseil régional, puisqu'on est quasiment un des seuls conseils régionaux qui donne les moyens au campus de financer des actions. Donc voilà, je vous invite vraiment à s'appuyer sur ce campus pour notre belle thématique. Oui, allez-y, Madame Charbonnier, évidemment, quand on entend un tel message. Non, mais je voudrais vraiment appuyer le message porté par le rectorat, et pour ceux qui ne sont pas encore intéressés à ce que fait le campus, je vous encourage vivement à aller voir ce qui s'y passe. Dire que l'innovation, c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui est porté dans le contrat de branche. Alors, le campus est un des éléments majeurs pour porter cette innovation pédagogique et ce continuum entre tous les types de formations. Dire aussi qu'on a un format innovation à la région, qui est un appel à projet innovation, qui permet aussi d'autres innovations. Et notamment, si ma mémoire est bonne, on en porte dans le domaine des formations aux situations de travail, dans le domaine des services à la personne. Il y a un exemple qui est donné là tout de suite. Bon, alors je ne vais pas... c'est juste un teasing. Vous pouvez développer, non, c'est juste un teasing pour rester ensuite. Merci beaucoup. Alors, on a parlé beaucoup d'emplois également, que c'était un métier en tension, et évidemment, ça a été souligné. Je vais laisser la parole, évidemment, à la représentante de Pôle emploi. Quand on parle d'emploi, c'est vous qui êtes aux premières lignes, évidemment. C'est le vrai défi pour vous. Comment on relève le défi? Quand vous inscrivez dans le contrat de branche comme ça, comment vous arrivez à attirer des vocations sur ces professions? Et qu'est-ce que vous réussissez à mettre en place pour aider cette filière? Alors déjà, c'est pas Pôle emploi tout seul. Je pense que si le contrat de branche existe, c'est qu'on a tous notre rôle à y jouer. Mais là, déjà, dans un premier temps, le contexte régional, si on voit un petit peu les besoins de recrutement qui ont été émis dans le cadre de besoins de main-d'œuvre qui a été
est réalisée, hein, l'enquête qui a été réalisée auprès des entreprises en 2019, les métiers de la santé, c'était 28 000 projets de recrutement. Et l'action sociale et l'aide à la personne, c'est 23 000 projets de recrutement exprimés. Donc clairement, hein, c'est un secteur qui a ce sont des secteurs qui ont des atouts. On l'a dit, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, hein, c'est des métiers qui recrutent. On le voit bien sur l'aide à la personne. On est sur le maintien à domicile. On est sur un vieillissement de la population, avec une volonté ferme de rester chez soi et voire même de mourir chez soi. Donc du coup, c'est vraiment un changement de prisme important. Ce sont aussi des métiers qui sont accessibles avec des formations et des niveaux différents. Donc c'est accessible, on va dire, à tout le monde. C'est aussi des métiers, des secteurs qui permettent d'avoir des parcours en emploi. On le voit bien, des assistantes de vie peuvent, après formation, devenir aides-soignantes. Donc voilà, on n'est pas non plus dans un métier pour toute sa vie. On le voit bien aujourd'hui, c'est des évolutions constantes et on change de métier. Autant à une époque, on prenait un métier, c'était pour 30 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et on a aussi des transferts intersectoriels. Donc aujourd'hui, un salarié qui travaille pour une structure, demain peut se dire, moi je décide d'aller travailler pour un particulier employeur. Donc on a aussi le choix de choisir de travailler pour une structure ou pas. Et puis, un autre atout, c'est que ces emplois, ils sont localisés sur tout le territoire. On ne voit pas aujourd'hui un département qui exprime des besoins de recrutement plus importants qu'un autre. Donc ça, c'est aussi important. Mais il convient aussi de souligner qu'on a aussi, vous l'avez dit, un métier en tension, des difficultés de recrutement. Donc, il existe encore des problèmes de compétences et de qualification, même si c'est un secteur qui s'est fortement professionnalisé grâce aux offres de formation existantes, on le voit bien, mais on voit encore qu'on a des personnes qui prennent l'emploi sans avoir eu la formation initiale. Vous l'avez dit aussi, la nature et la durée des contrats peuvent aussi quelque part dissuader un demandeur d'emploi d'aller vers ce métier ou même d'y rester à moyen terme. La mobilité aussi, ça c'est un sujet. Alors la mobilité, elle est indispensable pour occuper certains de ces métiers-là. On voit bien sur l'île, c'est pas un problème sur les métropoles, les moyens de transport existent, mais moi dans l'Oise, fatalement, si on n'a pas le permis de conduire et qu'on n'a pas la voiture, c'est un métier auquel on ne peut pas penser, ou on peut difficilement penser. Et puis, je pense aussi qu'il faut changer nos prismes. Ça veut dire qu'on doit entrevoir ces métiers-là avec vocation. Voilà, c'est important. C'est des métiers qui requièrent des savoir-faire, des savoir-être. On touche à de l'humain. Donc, c'est important de savoir pourquoi on se dirige vers ces métiers-là. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les demandeurs d'emploi, en travaillant avec les structures qui emploient, pour justement que les personnes, au travers aussi d'immersion, se rendent bien compte de ce que c'est que ce métier. Et puis, de l'autre côté, je pense aussi qu'il est nécessaire que l'entreprise soit dans un souci constant de fidéliser ses salariés, que ce soit dans la rémunération ou aussi dans l'accompagnement de ses salariés au quotidien. Ça, c'est essentiel. Parce que clairement, on a un marché de l'emploi dynamique. On le voit bien, depuis de janvier à fin octobre, on a 378 000 retours à l'emploi global sur la région, quels que soient les métiers. Donc on est vraiment sur un taux de chômage qui baisse et on est sur un marché de l'emploi dynamique. Mais on voit aussi que par rapport, si on prend les métiers des services à la personne, et on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur une forme de concurrence. Par exemple, aujourd'hui, on voit que la logistique recrute des femmes qui sont issues des services à la personne. Donc, il est nécessaire, voilà, quand je parle de fidélisation, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, on va chercher les compétences transverses. Quand on n'arrive pas, quand on a un métier en tension, on va essayer de trouver des compétences de personnes qui aujourd'hui travaillent dans un autre secteur pour les attirer vers soi. Donc, je pense qu'il est nécessaire qu'avec les entreprises, on réfléchisse à comment recruter mieux et fidéliser mieux. Face à ça, je vous réponds à votre question parce que j'étais un petit peu longue. Donc Pôle emploi en fait se positionne et agit comme un acteur en fait dans la durée sur 3 axes. Tout d'abord, c'est faire monter en compétences et en expertise nos conseillers parce que c'est des secteurs bien particuliers. Donc pour ça, par exemple, à un titre d'exemple, on vient d'opérer là dernièrement une webconférence sur les métiers de l'aide à la personne qui a été organisée avec la FEPEM. Donc voilà, donc on s'appuie sur des professionnels qui viennent parler à nos conseillers pour qu'on puisse, mieux travailler avec les entreprises, mieux connaître les métiers, mieux connaître les secteurs. C'est aussi travailler, agir sur les recrutements. Donc Pôle emploi met en œuvre depuis maintenant plus d'1 an nos actions hashtag vers un métier. Donc depuis le début d'année, c'est 414 opérations qui ont été organisées sur les métiers, sur ces secteurs-là. Donc des opérations de recrutement.
sur l'ensemble des territoires des Hauts-de-France et donc qui ont permis en fait des rencontres directes entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Et ça, c'est essentiel parce qu'on le voit bien, dans le cadre de ces actions-là, on dépasse un envoi de CV et une lettre. Donc c'est à un moment donné une personne qui vient se présenter, qui vient rencontrer une entreprise et là, c'est des relations humaines qui se créent. Et puis, troisièmement, c'est le développement des compétences dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est 3272 places sur le cadre du PRF, donc ce qui est énorme, donc qui répond en partie aux besoins aujourd'hui. Et c'est 660 parcours individualisés financés par Pôle emploi. Voilà. Important aussi, c'est que ces formations, elles permettent des retours à l'emploi. C'est 68% de taux de retour à l'emploi après ces formations dans ces secteurs-là. Alors que le taux de retour à l'emploi sur le secteur en moyenne, c'est 60%. Donc clairement, on le voit bien, les personnes qui se forment, derrière, elles sont recrutées. C'est aussi, nous, en tant que Pôle emploi, on va accentuer, je dirais, la mobilisation de nos moyens d'adaptation, nos formations préalables au recrutement qu'on met en place. Donc ça aussi, c'est essentiel. Et puis nous participons bien évidemment aussi à la préparation du PRF en partageant avec les autres acteurs autour de la table nos remontées qui viennent des entreprises qui s'expriment en disant voilà quels sont mes besoins, et aussi les demandeurs d'emploi qui vont nous exprimer aussi leur volonté de se diriger vers ces secteurs-là. Donc on fait remonter des données qualitatives et quantitatives du terrain de nos 84 agences. Donc pour finir, je dirais simplement que ce qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on partage et on met en œuvre ensemble les solutions. Mais je pense que là, déjà, on est engagé dans cette dynamique-là. Il faut qu'on continue à recruter autrement et qu'on fidélise. Voilà, il faut que vraiment il y ait travailler au plus près des entreprises et réussir à trouver des solutions à ces tensions-là. C'est amplifier le développement de compétences et c'est accompagner les mobilités. Et ça, clairement, ça passe par passer le permis de conduire et l'acquisition d'un véhicule. Alors vous en faites une belle démonstration de travailler ensemble, en tout cas sur cette soirée. Vous voulez réagir peut-être, Madame Charbonnier? Non, n'hésitez pas. Peut-être Madame Manarino, allez-y, réagissez. Et puis également, vous êtes en contact direct pour le maintien à l'autonomie avec ces acteurs-là. Qu'arrivez-vous à mettre en place au sein des services du département pour maintenir cet emploi? On a parlé qu'on avait parfois des fuites. Voilà, on changeait de secteur, il fallait fidéliser ces métiers-là. Je sais qu'il y a plusieurs actions que vous mettez en place. Alors, je vais réagir sur le partenariat avec Pôle emploi, même si on n'est pas dans le même département, bien évidemment, mais quand même bien, il est extrêmement nécessaire. Et voilà, il est porté dans le département du Nord avec une convention avec Pôle emploi qui permet justement d'aller, de se lancer, comme je disais tout à l'heure, ce défi de recrutement des allocataires identifiés du RSA. Mais quand on conventionne, ça veut dire qu'on est sûr qu'on va faire ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est vrai qu'il y a cette politique de retour à l'emploi, il y a les contrats initiatives emploi financés aussi, il y a les PEC, le département est très présent, les 8 maisons départementales de l'insertion et de l'emploi qui sont maintenant opérationnelles dans nos territoires, donc toujours plus de proximité. Ce qui me semble essentiel, ce que nous avons voulu mettre en place dans le département du Nord, c'est d'aller aussi écouter les acteurs autour des services à la personne et des services d'aide à domicile et d'organiser, on a vraiment organisé des rencontres où chacun pouvait apporter des contributions. On sait, on est fortement sollicité, en général c'est le nerf de la guerre, sur le financement. Les départements ne financent pas assez, comment est-ce qu'on peut améliorer cet accompagnement-là. Mais je pense qu'il y a aussi la nécessité maintenant, au-delà du recrutement des personnes et des formations, il y a aussi la nécessité de repenser le modèle économique de ces acteurs de territoire. Et on le voit, on est vraiment sur de belles initiatives et de l'innovation. On appelle ça les équipes autonomes ou l'autonomisation des équipes. Je le dis vite parce que j'arrive jamais à le prononcer bien complètement. Voilà, être autonome. Les personnes souhaitent être autonomes. C'est l'autonomie de la personne. Voilà, c'est ce qui ressort. On veut rester au domicile. On va être en capacité le plus longtemps possible d'y vivre en autonomie, même si c'est une toute petite autonomie.
c'est important de se poser la question du côté des professionnels aussi, comment on peut réorganiser ces services et comment on peut être innovant sur les équipes qui interviennent pour qu'elles soient elles aussi autonomes et qu'on ait peut-être moins de déplacements. Je donne un peu des exemples concrets comme ça, mais voilà, qu'on soit plus en proximité, qu'on soit aussi, voilà, qu'on évite parfois aller 5-6 personnes dans la journée qui arrivent au domicile. Et il y a des vraies réflexions, il y a aussi maintenant des bonnes réalisations qui se passent sur le terrain, que ça soit dans le département du Nord ou aussi dans d'autres départements, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question de l'attractivité des métiers sous toutes ses formes. Donc aussi bien avec le côté financier, donc des salaires qui voilà, devraient être un peu plus attractifs, mais nous avons de nombreuses conventions collectives et donc c'est un peu complexe aussi voilà, de balayer tout ça, mais je pense qu'il y a une vraie nécessité à revoir. Il y a la connaissance de ces métiers comme étant un vrai métier de relation à l'humain. Hein, donc on n'est pas simplement sur je passe, je fais une toilette et je m'en vais. Et puis il y a cette responsabilité qu'on peut avoir quand on exerce dans ces professions-là, c'est-à-dire gérer soi-même son planning, regarder si on est vraiment en proximité sans avoir trop de déplacements. Il y a ces vrais sujets qui sont bien portés par les acteurs du domicile maintenant. On a vraiment accroché la dynamique et c'est aussi une vraie réussite. Et puis après, les départements du Nord avec les départements et le département du Nord en particulier que je représente aujourd'hui, c'est de se dire aussi, voilà, il faut être proactif sur à la fois la valorisation des métiers, communiquer sur ces métiers, et je pense qu'on pourra travailler avec la région aussi sur voilà, aller faire ce plan de com, comme on dit, qui va rendre les métiers plus attractifs. Et puis aussi voilà, organiser des journées spécifiques et en particulier autour du retour à l'emploi, comme ça a été fait dernièrement chez nous, mais avec un thème particulier sur cibler ces métiers-là. Que sont ces métiers? Comment vous pouvez être accompagné? C'est souvent un second métier aussi, hein, on a remarqué, avec extrêmement féminin, mais en même temps on se dit qu'avec les nouvelles technologies, on pourra peut-être arriver à le rendre attractif aussi côté masculin, on va dire. Voilà, donc une vraie profession qui mérite d'être vraiment posée. Donc je voulais aussi réagir par rapport à ce que vous évoquiez sur la nécessité de la cohérence des actions Pôle emploi et département autour de ces métiers, et bien évidemment des autres acteurs, mais conventionner avec Pôle emploi, c'est quand même, voilà, c'est fort. On va le dire comme ça. Merci pour votre action. Alors, puisque vous avez le micro à la main, je vais parler d'un sujet d'actualité. Assez récemment, le rapport El Khomri est sorti et on dit souvent que la région de France a servi aussi beaucoup de terre, d'inspiration pour ce rapport à travers les nombreux acteurs, et notamment le livre vert qui a été réalisé entre autres avec le département, mais en collaboration également avec tous les acteurs de terrain, sur la région, le C2RP, Pôle emploi. Alors, beaucoup d'acteurs ont contribué dans ce travail. Pouvez-vous expliquer comment vous avez travaillé sur ce livre vert justement qui a nourri un peu le rapport El Khomri? Alors, il a pas complètement nourri le rapport El Khomri. Je vais garder beaucoup d'humilité sur le livre vert. Voilà, parce que je sais que mon voisin va réagir. J'ai participé à la mission El Khomri. Je pense que dans la salle, j'ai retrouvé aussi d'autres personnes. Ce livre vert, ça a été un vrai travail. Alors vert, pourquoi? Il y a effectivement, vous pouvez imaginer peut-être une notion de développement durable, d'environnement. Oui, mais c'était parce que c'était au printemps, voilà. Je sais pas, chacun. Donc on s'est dit que c'était le livre vert, un peu le renouveau. Et donc ce livre vert, il a permis dans tous les territoires du département de faire remonter les contributions des services d'aide à domicile, et ça a été extrêmement important. Alors je regarde du côté des services, c'était le nombre de contributions, je crois que c'était 40, voilà. 40 contributions qui ont été inscrites dans ce livre vert qui a été diffusé largement, et en particulier aux équipes de la mission El Khomri, pour dire voilà les propositions qui sont faites par les services eux-mêmes. Ça veut dire par le terrain, qui pratique tous les jours et qui se rend bien compte qu'il y a besoin d'avancer. Donc on avait toutes sortes de propositions. Le département, on a
bien évidemment retenu quelques-unes et on avancera avec. Et ce qui a été mis en avant, il me semble vraiment, et je pense qu'après on rebondira sur ce sujet-là, c'est au-delà de l'attractivité de ces métiers, c'est de s'interroger sur la formation des personnes, les diplômes, etc., etc. Et vraiment la nécessité de revisiter très largement les professions de l'aide à domicile. Alors, on va rester sur ce sujet, puis évidemment, on va donner la parole à la directe. On vous remercie beaucoup. Évidemment, comme c'est le sujet d'actualité, le rapport El Khomri, justement, à quel point s'implique l'État dans ce domaine? Est-ce que vous avez des choses à nous présenter? Oui, donc avant de présenter effectivement les principales recommandations du rapport, effectivement c'est important d'aller un petit peu plus loin sur les actions de l'État qui sont menées, notamment dans le cadre des contrats de filière j'ai présenté précédemment. Tout d'abord en matière effectivement de formation, dans la continuité du contrat d'objectifs sectoriels des services à la personne signé en 2015, donc un accord régional de développement de l'emploi et des compétences, un ADEC dans le secteur des services à la personne, qui était initialement sur le périmètre Nord-Pas-de-Calais, mais qui a été étendu en novembre 2016 au périmètre de la nouvelle région, a été conclu avec l'ensemble des branches professionnelles et les OPCA, Uniformation à la GEFOS PME pour la période 2015-2017, avec un budget de 65 000 € sur les 3 ans. Ce sont 2980 salariés qui ont bénéficié d'une formation dans le cadre de cet ADEC. Un nouvel ADEC a été signé pour la période 2018-2019 pour un montant, lui, plus conséquent de 420 000 €. 2019, puisqu'effectivement il y a une phase transitoire avec la transformation des OPCA en OPCO. Dans ce cadre-là, donc c'est plus d'1 million d'euros que l'État a investi sur 5 ans pour que les salariés de la filière des services à la personne, secteur associatif et privé lucratif, puissent bénéficier de formations adaptées à leur quotidien, c'est-à-dire des formations très pratiques et de courte durée sur les gestes et postures, préparation de repas, prise en charge de personnes du grand âge par exemple. Par ailleurs, au-delà de la formation, il y a aussi des structures, effectivement, qui permettent de former ces personnes. La Directe soutient financièrement la création de 2 GEC. Donc, les GEC, ce sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Un GEC associatif qui va former en 2019 80 salariés très éloignés de l'emploi en contrat de professionnalisation, et un GEC lucratif, lui, en cours de constitution, qui devrait former ses premiers salariés, lui aussi en contrat de professionnalisation à partir de septembre 2020. Toutefois, si le secteur veut garder ses salariés, je pense qu'on l'a un petit peu évoqué, et apparaître comme un secteur attractif pour les demandeurs d'emploi, comme l'a rappelé le rapport El Khomri, il est important, notre capacité collective à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail c'est un enjeu majeur, notamment effectivement parce qu'il y a des risques d'atteinte à la santé physique et psychique qui sont forts du fait de contraintes externes et internes qui pèsent sur les structures. Donc il y a bien sûr des troubles musculo-squelettiques qui touchent davantage les métiers des services à la personne, compte tenu des contraintes en matière de posture et de manutention manuelle de charge de personnes. Ça, c'est un point important. J'ai parlé tout à l'heure de la sinistralité importante du secteur qui a un impact sur le coût, mais aussi au niveau de l'organisation en termes de gestion, d'absentéisme et derrière de qualité du service rendu à l'usager, et aussi le point sur l'encadrement de proximité qui est soumis à de fortes pressions dans ce secteur. C'est pourquoi en 2015, donc, la Directe, en collaboration avec l'ARACT, a initié une démarche expérimentale centrée sur le management du travail pour l'encadrement intermédiaire afin de prévenir les risques professionnels pour lui-même, donc l'encadrant intermédiaire et son équipe, et de faire de cet encadrant un acteur de prévention. C'est aussi des actions de communication qui ont été financées, des films de prévention consacrés à l'encadrement intermédiaire, sur les conditions de travail tout d'abord, et puis aussi sur un qui propose des outils et des méthodes de travail pour faire évoluer les organisations interne. L'ARACT aussi a conduit en 2018-2019 une action, une formation action avec des structures qui ont manifesté leur intérêt pour entrer dans cette démarche. Donc l'objectif est bien sûr d'aller plus loin
ensemble et de mieux coordonner les actions entre les différents partenaires. Et le rapport El Khomri pose un certain nombre de pistes de travail, quelques-unes qui s'inscrivent dans la continuité des actions que j'ai décrites jusqu'à présent. Donc encourager et soutenir la création de groupements d'employeurs, ce qui a été fait dans les Hauts-de-France, développer l'apprentissage, bien sûr, le recours à la VAE et notamment la VAE collective. Travailler à la construction de parcours, on l'a dit aussi, professionnels, en créer davantage de synergie entre la formation initiale et la formation continue. Et là, effectivement, j'en remettrai une couche sur le campus des métiers et des qualifications, autonomie, longévité, santé, qui est un lieu approprié pour mener ce travail collégial avec les différents acteurs. C'est aussi favoriser les passerelles entre les métiers du domicile et les métiers en établissements médico-sociaux afin de décloisonner le secteur. On en a parlé aussi. Et enfin, soutenir et évaluer les démarches innovantes, très important dans le champ des conditions de travail, la qualité de vie au travail. C'est un point fondamental. Donc on a effectivement de belles perspectives à venir avec ces éléments qui nous permettront d'aller plus loin. Alors pour compléter, je vais rappeler qu'à partir de 19h, on va avoir une table ronde sur les nouveaux modes d'organisation et on va présenter justement le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, le GEC à domicile. Ils sont avec nous, il y a Camille qui est avec nous qui va se présenter tout à l'heure. Et puis on va voir aussi, on a une représentante de l'ARACT également qui va montrer également dans cette même logique une opportunité de collaboration également qui va dans le sens que vous venez de donner et ça fait partie de ce qui arrive tout de suite après. Madame Charbonnier, justement, quand on voit l'implication de tous ces acteurs du contrat de branche, et à quel point la région de France aussi est une région bien armée pour faire face aux enjeux de demain, qu'est-ce qui manquerait pour faire l'étincelle éventuellement pour que tous ces enjeux, c'est une question difficile, fonctionnent ou qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette filière ? Écoutez, c'est pour ça qu'on se voit en décembre avec tous les signataires du contrat, y compris les branches professionnelles. C'est pour réfléchir ensemble comment aller plus loin dans la recherche de solutions et monter nos ambitions. Je pense que la feuille de route qu'on a écrite dans le contrat de branche est déjà largement bien avancée. Néanmoins, il y a toujours un grand nombre de demandeurs d'emploi dans la région. Il y a toujours des problèmes d'attractivité, les enjeux avec le vieillissement des salariés, des enjeux parce qu'on a une population qui vieillit et qui attend des services de qualité et différents et enrichis. Donc je pense qu'on pourra prendre ce temps en décembre de recul sur notre action, se satisfaire 5 minutes et surtout se projeter dans le futur et voir à la lumière de notre expérience de l'année passée comment on met en route d'autres actions avec encore plus d'ambition et aussi en prenant en compte nos retours d'expérience sur ce qu'on a fait tous ensemble pour aller plus loin parce que clairement on a encore beaucoup de travail. On voit le constat qui est posé, on voit tout l'enjeu et tout le potentiel aussi, cherchons l'optimisme aussi, parce qu'on voit à quel point c'est un potentiel pour notre belle région. D'ailleurs, souvent, on met en opposition le potentiel et le manque, ces métiers en tension et ce manque d'attractivité, mais vous confirmez qu'évidemment, c'est un vrai potentiel. Je pense que le point positif, c'est qu'on a vraiment une dynamique collective et un travail collectif qui nous donne beaucoup d'élan. De facilité, de décision rapide dans le cadre de ce contrat de branche et on a pas mal d'innovations qui ont été testées, donc on va se poser la question de les multiplier, de les propager à plus grande échelle. Je pense qu'il y a une vraie dynamique qui est en place territorialement entre les acteurs et avec les branches professionnelles et les acteurs de terrain. Ça passe plus, je pense. Vous avez un deuxième micro qui est juste là devant vous. Ça va ? Voilà, ça refonctionne. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Alors, juste parce qu'on arrive à la fin de ce temps de partage et à quel point c'est important de montrer à quel point vous travaillez tous ensemble et à quel point vous marquez évidemment l'importance de cette filière. Je pense que ça marque évidemment l'attention, toute l'assistance qui est là. On avait en tout début, pour celles et ceux qui étaient là à 14h, un spécialiste, un chercheur belge sur la sénescence, donc sur l'image qu'on a de la vieillesse. Il disait que plus on imaginait d'être
jeune, moins on se posait la question de la vieillesse, et plus on vivait longtemps, et plus on vivait heureux. Et plus évidemment le personnel qui l'accompagne également vivait heureux aussi. Écoutez, souhaitons qu'on soit tous les plus heureux dans cette filière, mesdames et messieurs. Le temps pour moi du coup d'applaudir évidemment nos partenaires politiques qui sont ici avec nous et qui ont partagé cette vision combien dynamique du développement économique et du développement évidemment de ces enjeux pour demain, pour cette filière.